Et voilà, on est parti. Donc, le thème du jour, le syndrome de l'imposteur. Je vous ai mis des stats dans le workbook. Ça touche au moins 70% des personnes. Et hop, je vais accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie, bienvenue. Donc, le syndrome de l'imposteur touche au moins 70% des personnes. Je pense que les 30% sont pas forcément honnêtes et n'ont pas admis qu'ils avaient déjà été touchés par ça. Parce que moi, j'ai jamais rencontré personne qui me dit j'ai jamais eu ça. Je vois pas de quoi tu parles. Je vous ai mis une petite citation que je trouve sympa parce que je la trouve très encourageante et qui fait écho à une autre citation que moi j'aime bien dire, où je dis souvent à mes clients, si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands. Et ben, le syndrome de l'imposteur, les moments où vous ressentez que vous êtes un imposteur sont souvent ceux où vous êtes sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Et je trouve ça très encourageant. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Alors si je regarde sur le côté, vous inquiétez pas, c'est que j'ai un deuxième écran. C'est pas que je veux pas vous voir. Donc l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est cultiver la confiance en soi et l'estime de soi. Et donc l'objectif, qui est un peu ma marque de fabrique, c'est comprendre d'abord pour après voir comment est-ce que je peux gérer ça dans ma vie de tous les jours. D'accord? Donc je vous ai mis une petite définition sur le syndrome de l'imposteur. Donc il se manifeste par un doute persistant concernant ses compétences et une peur constante d'être exposé comme un fraudeur, donc quelqu'un qui ne mérite pas ce qu'il a en fait, malgré les preuves évidentes de succès. Et ce phénomène peut toucher n'importe qui, quel que soit son niveau de succès ou de reconnaissance. C'est ça qui est piège, c'est qu'on croit qu'à un moment on va s'en débarrasser, mais en fait il peut toujours revenir. Dès qu'on tente quelque chose de nouveau, on va être face à lui. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir le gérer, le reconnaître, l'accueillir et le gérer. Bienvenue Valérie. On a démarré, mais c'est juste le tout début. Donc au niveau stats, je disais 70% des gens ont déjà ressenti ça et je pense qu'on est plus proche des 100% en fait, mais au niveau des genres, ça touche un peu plus les femmes pour des raisons qui sont liées à la société, aux attentes culturelles qu'on peut avoir au niveau des femmes, et puis par rapport aussi au plafond de verre qu'on a tendance à se mettre nous-mêmes, hein. Et en termes de profession, eh bien, en fait, c'est pas parce qu'on est à un niveau très élevé, avec une grande reconnaissance au niveau professionnel, qu'on n'est pas sujet à ce syndrome-là. Et donc, c'est ça qui est intéressant finalement, il est très égalitaire, il touche tout le monde. Il n'y a pas de jaloux. Donc, je vous ai mis quelques exemples, on va passer rapidement, mais pour dire que voilà, même Maya Angelou, Michelle Obama, Tom Hanks ont ressenti déjà à plusieurs reprises ce syndrome de l'imposteur. Donc, c'est-à-dire que pour nous, c'est normal aussi de le ressentir, quoi. Il y a pas de honte, au contraire, l'idée aujourd'hui, c'est de le comprendre, de dire: «OK, je vois ce que c'est et je vais voir comment je peux travailler avec lui et qui m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire», quoi. Comment ça se manifeste? Et après, je vous ferai un petit exercice pour savoir ce que vous avez déjà ressenti, vous, à titre personnel. Ça peut se manifester par un doute constant sur ses compétences. En gros, je suis toujours en train de me remettre en question, de penser que peut-être je suis pas à la hauteur pour faire ceci ou cela, et cetera. Ça peut être, et c'est ce que je vois assez souvent moi, d'attribuer son succès à des facteurs externes. «Ah bah, j'ai eu de la chance. Ah bah, ça s'est bien goupillé, je me suis trouvée au bon endroit au bon moment», des choses comme ça. Voilà, des circonstances ou: «Ah mais c'est parce que j'avais une bonne équipe, hein». Et voilà, c'est jamais mes propres compétences, c'est plutôt tous les autres, quoi. Ça peut se manifester avec la peur de l'échec et du jugement. Donc j'ai une crainte excessive de pas être à la hauteur ou d'être jugée par les autres. J'ai une crainte du regard des autres. Ça peut se manifester par du perfectionnisme. Je vais avoir tendance à me fixer des standards très exigeants, quasiment irréalistes et puis surtout à me focaliser sur ce que j'ai loupé plutôt que sur ce que j'ai réussi. Donc là, on va se faire un petit tour de table. Hop, j'accueille Corinne. Bienvenue Corinne. On était sur un petit tour de table de savoir quelle manifestation du syndrome de l'imposteur on a déjà ressenti. Qui veut démarrer? Donc Ah, je remets. Salut Corinne, ça y est, on te voit. Je vous remets à ouais, l'écran. désolée pour le retard, j'arrivais pas à me connecter. Pas de problème, tu es bienvenue. Donc je vous remets à l'écran les Merci. différentes manifestations. Le fait de douter tout le temps, d'attribuer ses succès plutôt à des facteurs externes ou à la chance, d'avoir vraiment peur de l'échec et du jugement, du regard des autres sur ce qu'on fait,
et d'être plutôt perfectionniste, perfectionniste, pardon, et de se focaliser sur les erreurs plutôt que sur les réussites. Un petit tour de table pour savoir qu'est-ce que vous avez déjà ressenti, vous, comme manifestation de ce syndrome. Qui veut commencer? Soyez pas timide, on est dans un espace de libre parole bienveillant. Bon, allez, je me lance. Allez, Stéphanie, c'est bien. Moi, je dirais les 4, pas toujours au même moment de ma vie, mais je pense que la peur de l'échec, ça, c'était vraiment quand j'étais étudiante. Ou c'est marrant, j'en parlais ce matin à ma thérapeute qui, à chaque fois avant un examen important, j'avais tellement peur de l'échec que je me créais une maladie, quoi. Ou, voilà, Ouais. j'ai eu l'appendicite, par exemple, 4 jours avant le bac où on m'a opéré en Ah ouais, urgence. pas mal. Parce qu'il me fallait une excuse au cas où je ratais, de me dire, si j'ai raté, c'est à cause de ça, en fait. Et à Ouais. plein de moments de ma vie, je me rends compte que quand j'avais une échéance comme ça, j'ai eu un souci de santé assez important pour dire, si je rate, c'est pas de ma faute, quoi. Ouais. Le perfectionnisme, c'est quoi? Moi, c'est ça, j'ai tendance à voir plutôt tout ce que j'ai pas réussi, malgré le travail que je fais sur moi, je trouve que c'est super dur de voir ces réussites. Enfin, pour le moment, c'est encore un de mes objectifs. Ouais. Ou voilà, ou à dire quand il y a des choses qui se passent bien, à me dire j'ai eu de la chance, voilà, que c'est pas lié à moi. Et puis le doute, moi dans mon travail, je doute tout le temps. Je me dis toujours que les autres enseignantes font mieux que moi, qu'elles ont plus travaillé, qu'elles sont plus au fait des nouvelles pédagogies, des nouvelles méthodes de travail, et que moi je suis pas à la hauteur. Donc je me mets plutôt en retrait, quoi. Donc les 4 me parlent. OK, merci, d'illustrer par des exemples. Je pense que ça du coup, ça met du concret aussi derrière ces concepts-là. Tu vois, comme tu l'as illustré, syndrome de l'imposteur, il est souvent lié aussi avec un phénomène d'auto-sabotage qu'on va pas forcément aborder aujourd'hui, mais j'ai tendance finalement à me saboter, à me trouver des excuses parce que c'est plus facile d'avoir une excuse d'avoir échoué des fois, plutôt que de prendre le risque de réussir, quoi. Mmh. Donc, mais ça, je l'ai pas compris tout de suite. Les problèmes de santé, voilà, c'est venu après en me disant c'est quand même bizarre. À chaque fois que j'avais un événement hyper important dans ma vie, j'ai eu un souci de santé important qui me donnait une raison, voilà, de tellement peur d'échouer, du regard de ce qu'allaient penser mes parents, notamment mon père, que je me disais, j'aurais cette excuse-là au cas où, quoi. Ouais, et en fait, c'est là, je peux te conseiller une lecture, c'est Le Grand Saut de Gay Hendricks. C'est un bouquin que je recommande souvent et il appelle ça le syndrome de la limite supérieure. C'est comment finalement je fais en sorte de me mettre en échec direct avec une raison que je connais, comme ça au moins, ça je maîtrise quoi, tu vois? Le pire, c'est qu'à chaque fois, je réussissais, mais mais je pense que ça me rassurait d'avoir cette excuse-là, derrière, quoi. Ouais. Quelqu'un d'autre veut partager son expérience? Lionel, non? Ouais, je veux Virginie? bien continuer. Corinne, allez. Ah, Vas-y allez, Corinne. j'y vais. Le perfectionnisme, non, je me sens pas concernée parce que j'ai pas l'intention d'être perfectionniste. Pour moi, c'est les robots peut-être peuvent être perfectionnistes. Et qu'est-ce que c'est la perfection? Donc, j'assume mes imperfections. C'est bien ça. Voilà, je donne, je donne ce que je peux. Parfois, je peux donner plus, parfois peut-être moins, mais je cherche plutôt la qualité et la qualité du moment et de l'échange, et pas forcément le perfectionnisme. C'est pas. Non. Le doute, ça dépend. En fait, parfois, je réfléchis trop, donc du coup, je fais pas, et parfois, je réfléchis pas. Ouais. Par exemple, lorsqu'on a parlé de ton sommet, Cécile, où
Tu m'as dit, ah bah, tu veux venir à mon sommet? Puis je dis, bah oui, je participe à ton sommet. Donc, je ne me suis pas posé la question si je savais faire. Et toi, tu t'es pas posé la question non plus si je savais faire. Mais Donc, moi, ça, je doutais pas. c'était génial parce que nous nous sommes fait confiance l'une C'est ça. l'autre sans dire, bon, bah, sors tes diplômes, sors tes machins, tes bidules. Donc, ça, non, le regard des autres, je sais pas. En fait, pour moi, c'est un petit peu autre chose. C'est comment je me qualifie, qui je suis. On avait réfléchi justement pour le sommet, bah, je suis qui? Je fais Ouais. quoi? Un. Vraiment, parce que je fais plein de choses. Moi, je fais plein de choses. Moi, je n'ai pas forcément justement un diplôme, mais je le fais parce que j'ai envie. Ouais, c'est plus le côté, j'ai pas une étiquette que je peux mettre qui va me rassurer sur ma légitimité à être là, quoi. Donc, c'est plutôt. Tu as perdu Corinne. Bon, dès que tu reviens, tu reprends le micro. Quelqu'un d'autre a envie de partager quelque chose là-dessus? Ouais, moi, je veux bien un petit peu Ouais. partager. Parce que du coup, moi, depuis longtemps, moi, je serais plus sur du perfectionnisme. Mais ce que je voulais partager, c'est que je dis avec l'expérience, en fait, on apprend à se détacher de ça. Des fois, d'être trop perfectionniste. Et moi, je fais du conseil, hein, du coup, en T'es parti. transformation digitale. Et je me dis, on s'attache plus, en tout cas dans un domaine professionnel, après, ça dépend des domaines, à s'attacher aux résultats qui vont être attendus, hein, pour être efficace, plutôt qu'à chercher un idéal qui ne sera pas atteignable, en fait, et qui correspondra peut-être pas forcément à ce qu'on nous demande. Mais du coup, ça s'apprend, je pense. Alors, c'est pas forcément toujours lié peut-être au syndrome de l'imposteur, je pense, mais il y a quand même des fois cette quête d'aller vers ce qu'on estime être une perfection. Mais je pense qu'avec l'expérience, on arrive quand même à prendre plus de recul par rapport à ça. Et puis par rapport au syndrome de l'imposteur, je pense peut-être ça dépend des situations, on n'a peut-être pas toujours conscience. Quand tu parlais des 30% qui n'ont peut-être pas conscience, encore faut-il pouvoir l'identifier, le syndrome de l'imposteur, dans C'est certaines ça. situations. Et je ne suis pas sûre qu'on se dise, ah bah tiens, là, je vis un truc, peut-être une angoisse ou une anxiété, j'ai peut-être une peur de ne pas y arriver. Ah, je suis en train de vivre le syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas sûre qu'on se le dise au moment où peut-être où ça va nous atteindre, en fait. Parce que voilà, il y a des facteurs externes. Je pense que ça dépend vraiment des contextes. Il y a des contextes peut-être où on se sentira bien parce que il y aura peut-être de la reconnaissance aussi. Voilà. C'est vrai que dans les missions de conseil, hein, dans les domaines que je connais, je pense que tous les bons consultants, quelque part, on se remet tous en question par rapport aux attendus des clients. Ouais. On vise quand même de réussir. On se dit pas: «Je vais échouer». Mais il y a toujours un risque en fait parce qu'il y a des facteurs qu'on maîtrise pas, il y a toujours un risque quelque part qu'on n'aboutisse pas comme on aurait souhaité, de concrétiser des choses toujours à la hauteur de ce qu'on voudrait faire. Mais du coup, il y a des choses qui sont un peu ténues. Je pense que des fois, on peut peut-être rentrer dans ce syndrome de l'imposteur et des fois, c'est des choses qui peuvent peut-être y ressembler, mais qui sont pas forcément ce syndrome-là complètement, quoi. Ouais. Hein. Il n'est pas forcément toujours tout seul. Ouais, voilà, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi de l'auto-sabotage, il y a plein d'autres choses qui Voilà. peuvent rentrer en jeu. Ouais. Ouais. Parce que le doute, le doute, ça dépend aussi des circonstances. Il y a des circonstances où on va pas du tout douter, en fait, je pense. On saura, de par l'expérience ou par de nos connaissances, pas forcément les diplômes, mais par notre retour d'expérience, on saura qu'on a raison, même si le client est pas toujours, on n'est pas toujours en accord avec le client. On va savoir qu'on est sur la bonne voie, en fait. Donc là, on va pas douter. Par contre, le regard extérieur sera peut-être pas positif. Voilà. Et après, dans d'autres contextes où on est dans des situations nouvelles, tu parlais de situations nouvelles, ce qui arrive fréquemment, enfin, dans les contextes professionnels, avec tout ce qui évolue, notamment dans la tech, forcément, on va se dire, bah, je suis peut-être pas à la hauteur parce que il y en a qui sont plus à la pointe là, des dernières technologies que moi. Il faut que je me remette à la page. Je sais pas, voilà, il y a l'IA en ce moment qui débarque, mais on peut toujours aussi avoir ce sentiment de se mettre en retrait parce qu'à un moment donné, on se dit, bah oui, il y a un expert qui va être plus fort que moi et là, je suis peut-être pas la bonne personne pour parler de tel ou tel sujet ou pour intervenir, quoi. Ouais. Donc, je pense que ça peut être vraiment très variable en fonction des situations.
est très lié au contexte. Ouais. Moi, Et je de là, peux vous donner un ouais. exemple aussi. C'est dans mon activité de posturologue, en fait, je me sens bien quand je suis avec mes clients, je me sens bien quand je discute avec des collègues qui font aussi de la posturo. Par contre, s'il y a des médecins, je suis un peu moins à l'aise d'aller dire à des médecins, écoute, je vais t'expliquer ce qui se passe, en fait, pourquoi ton patient a mal au dos, bah, c'est pas du tout mécanique, c'est pas ceci, cela, c'est lié à sa posture. Je me sens moins à l'aise parce que je me dis, il y a un niveau de détail que peut-être je serais pas capable de donner au niveau de la neurologie et où je peux me faire planter. Et en fait, c'est vraiment dans ma tête parce que j'ai déjà eu des échanges avec des médecins, avec des ophtalmos et au contraire, ils étaient super contents de ce que je pouvais apporter. Mais ça peut être très lié au contexte et à comment nous, on se voit dans ce contexte-là. Ouais, c'est ça. C'est comment on analyse aussi son niveau de connaissance peut-être ou Ouais. d'expertise par rapport à un domaine et des fois on se trompe, on se Mmh mh. sous-estime. Alors pour le coup, oui, ça peut arriver, on se sous-estime dans certaines situations, sur des domaines où on a peut-être appris sur le tas. J'entendais Corinne qui parlait d'intervenir sur différents contextes. Moi aussi, j'ai des patients en dehors du boulot. On en a parlé hier, Corinne, mais Mmh mh. du coup, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de connaissances que je ne pensais aussi à certains moments. Ouais. Et qu'on peut approcher finalement des dialogues avec des professionnels du secteur parce qu'on a les capacités, en fait. Mmh Mais on ne mh. s'en rend pas toujours compte. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors il y a Valérie qui, n'arrive pas à débloquer sa caméra et son micro, donc elle m'a mis dans le chat: «Pour moi, ce sont des doutes sur mes compétences, la liste de mes lacunes, que je suis tout de suite prête à faire défiler». Et ça revient à, voir plutôt les erreurs que la réussite, quoi. Mmh. Est-ce que quelqu'un d'autre veut, échanger là-dessus ou on avance? Moi, je veux bien Oui, prendre un Nathalie? petit peu la parole. Ah Donc, ben, au niveau du après ce syndrome sera de Nathalie. Ouais. d'accord, le syndrome de l'imposteur, ben, il est dû par rapport à mon parcours d'enfant sur lequel, ben, j'étais en difficulté scolaire et on m'a dit que voilà, bah, tu feras jamais rien, tu n'arriveras à rien, et cetera, et cetera. J'ai une vie professionnelle bien remplie, voire même très bien remplie par rapport à un parcours de personnes qui n'étaient pas en mesure de faire quelque chose. Je suis satisfait de moi-même, mais par contre, j'ai la peur au ventre en permanence. J'ai un doute en permanence. J'ai la peur de l'échec, du regard des autres en permanence. Perfectionnisme, je ne vais pas jusqu'à ce niveau-là, parce que de toute façon, j'ai tellement peur de l'échec que j'arrête avant. Mmh Donc, mh. pour moi, c'est plus éducationnel. Alors, c'est pas mes parents, c'était le système, c'est mes parents et le système, mais en tous les cas, c'est lourd à porter. J'imagine bien, ouais. Merci Lionel pour ce partage. Nathalie, à toi, il faut que tu ouvres ton micro. C'est bon, vous Voilà. m'entendez? Ouais, c'est tout bon. Moi, je vais juste ajouter quelques points supplémentaires par rapport à ce qui a été dit. Tel que je le ressens, en fait, moi, j'ai absolument aucun doute sur mes compétences. J'ai pris conscience que j'avais énormément de compétences et de connaissances. Donc ça, j'ai pris de l'assurance par rapport à ça. Ce n'était pas forcément le cas avant, mais maintenant, c'est bon. Par contre, ça ne m'empêche pas d'avoir encore des peurs. Le côté perfectionniste, ça, je l'ai, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a une grande part de peur de jugement parce qu'en fait, enfin, peur du jugement par rapport à qui on va devenir parce que j'ai le sentiment qu'on nous met une étiquette, enfin, que notre entourage nous met une étiquette depuis longtemps, voilà, avec certaines caractéristiques. Et en fait, là où on veut aller, c'est pas forcément, ça correspond plus forcément à cette étiquette. Et je pense que on a peur de sortir de cette étiquette et de se montrer autrement. Ouais. Et enfin, moi, je le ressens comme ça. Enfin, c'est pas un exemple personnel, mais pour illustrer, je dirais quelqu'un qui, je sais pas, qui a toujours porté des pantalons, et puis maintenant, non, les pantalons, ça lui plaît plus. Elle a envie de se mettre en mini-jupe. Enfin voilà, je dis. Ouais, Mais et là, mais tout le monde doit dire: «Ah, tu mis une mais jupe!» du coup, mais le regard des autres,
voilà, vraiment la peur du jugement, la peur une grande peur de jugement. Ça, Mmh mh. en tout cas, moi, je ressens une grande peur de jugement. Mmh mh. OK, merci beaucoup pour ce partage. Donc vous voyez que dans les témoignages, des différentes personnes, il y a des points communs qu'on retrouve, il y a des différences aussi. Ça, je vous laisserai, y réfléchir a posteriori, mais c'était intéressant de voir, le point de vue de chacun et d'où ça peut venir. Ça, on va creuser un petit peu. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'analyser un petit peu les causes psychologiques de ce syndrome de l'imposteur, hem et ses origines. Parce que si on comprend ça, on va pouvoir détricoter un petit peu le truc, quoi. Donc il y a des facteurs qui sont personnels liés à qui je suis, à ma personnalité et donc quand on parle de perfectionnisme, typiquement, c'est ma personnalité qui fait que moi, j'ai des standards très élevés, que j'ai beaucoup d'exigences et que du coup, je vais aller voir, ce que j'ai raté plutôt que ce que j'ai réussi. Donc je vais avoir tendance à me focaliser sur le négatif, ce qui est aussi quelque chose de très humain, hein, donc on fonctionne tous un petit peu comme ça. Ça peut être lié à mon estime de soi qui est pas à un niveau assez élevé pour finalement me faire prendre le dessus par rapport à ces doutes, par rapport à ce que je trouve qui n'est pas parfait et où je me sens pas à ma place parce que je vois les autres avec des yeux, peut-être où je leur donne trop d'importance et je m'en donne pas assez à moi. D'accord? Même quand j'ai eu de la reconnaissance par les autres, ça peut ne pas suffire, en fait. À un moment, c'est ça qui est super important, c'est que et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça touche aussi des gens qui ont on dirait qu'ils ont tout pour être heureux. Ils ont la reconnaissance, ils ont le succès, ils sont mondialement connus. Tom Hanks, on croirait pas qu'il a le syndrome de l'imposteur. Ben oui, mais en fait, si lui n'a pas fait le travail sur lui, c'est de l'amour de soi, de l'estime de soi, et si ça lui manque, il peut avoir tous les Oscars du monde, il aura toujours le syndrome de l'imposteur. Il peut y avoir des facteurs environnementaux, donc liés à l'éducation, aux attentes familiales, ce que Lionel nous a un petit peu partagé, ça correspondait un petit peu à ça. C'est en fait, si j'ai des attentes très élevées de la part de mes parents ou des proches, ça me met une espèce de pression quand je suis enfant, ben, en fait, ces attentes-là, qu'elles soient exprimées de manière explicite ou implicite, elles vont influencer mon comportement aussi face à des situations. Il y a le côté, culturel, plus dans les entreprises, en fait, quand on a des environnements de travail qui sont hyper compétitifs et c'est peut-être quelque chose que tu as vécu, Virginie, dans le monde du Ouais. conseil, Mmh. où là, ça peut exacerber ça parce qu'on est en compétition avec les autres, quoi. Donc on est tout le temps en train de se comparer et donc ça va augmenter ça et en fait, en général, c'est des organisations où on est speed et on prend pas le temps de donner du feedback. Donc Ah le oui. feedback, on va le donner que quand c'est négatif, quand il y a quelque chose à corriger et on met pas en avant ce qui est positif et du coup, bah, ça, petit à petit, ça vient entacher aussi l'estime de soi, quoi. Et il y a la comparaison sociale. Donc à l'heure des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut être vraiment très cruel parce qu'on a tendance à se comparer à des gens sans savoir ce qu'il y a derrière. Donc si je me compare, à un entrepreneur qui fait la même chose que moi depuis 20 ans, je vais me trouver nulle. Ouais, sauf que quand je vois ses publications sur les réseaux sociaux, il y a rien qui me dit que ça fait 20 ans qu'il fait ça. Je sais pas par quoi il est passé, je sais pas quels échecs il a eu avant. Donc moi, je me juge hyper sévèrement par rapport à une vision très partielle que je peux avoir de sa situation à lui. D'accord? Donc c'est typiquement ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui et à tous les niveaux, pas que professionnels, hein, même au niveau des ados qui vont pouvoir se comparer, à telle ou telle fille qui fait, des tutos maquillage, je sais pas quoi, «Ah ben elle est plus jolie, nin ça peut être à tous les niveaux. Donc c'est cette comparaison-là, des fois, elle est assez cruelle. Là, ce que je vais vous demander, en fait, c'est d'identifier alors vous avez déjà un peu commencé à le faire, mais dans ces différents facteurs, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui chez vous est prégnant? Est-ce que ça vient plutôt de la personnalité, de facteurs environnementaux? On a déjà des débuts de réponse, mais si vous voulez, réfléchir à ça et éventuellement, je vous propose qu'on le partage directement pour gagner du temps. Donc je vous laisse pas trop de temps de réflexion, je vous laisse, réagir un peu à chaud parce que de toute façon, plus on réfléchit et des fois moins on trouve. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont sauté aux yeux? Parmi les facteurs qui peuvent contribuer à votre syndrome de l'imposteur? Alors, j'aimerais Ouais, Nathalie. pouvoir revenir juste 2 secondes sur l'estime de soi. OK. Ouais. Pour l'écrivain que tu nommais tout à l'heure, OK, ben, il a l'estime de soi. Mais est-ce qu'il a l'estime de soi de la personne qu'il a besoin d'avoir eu ce retour? C'est L'estime de juste soi, c'est soi-même, en fait, oui, tu vois? mais
À un moment donné, c'est le regard, tout le monde l'apprécie, tout le monde l'idolâtre. Par contre, s'il y a quelqu'un dans sa famille, on va prendre juste un exemple, son père ou sa mère qui le jugeait mal, tant que cette personne n'aura pas fait ce travail, ce delta entre les 2, ben, la personne se sentira toujours en décalage. Ouais. Donc on Ça peut peut être avoir que l'amour planétaire, mais en fin de compte, si on manque juste d'un amour bien précis, ben, ça déclenche peut-être, ça fait basculer l'information. Mais c'est mmh mon expérience et ressenti. Ouais, ça veut dire qu'en fait, le manque d'estime de soi, il peut venir d'un manque de reconnaissance d'une personne et qui sera Absolument, pas comblé par la reconnaissance de 1 000 000 de personnes, ou 1 milliard ou je sais pas combien. tout à Je fait. sais pas à combien s'élève le nombre de spectateurs des films de Tom Hanks, mais peu importe. Oui, c'est vrai. Mmh. Quelqu'un d'autre a identifié quelque chose? Nathalie. Ouais. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est la comparaison aux autres. Mmh mh. Et je vais l'illustrer par un exemple. Il y a, ben, à mon virage des 40 ans, j'ai complètement changé de travail et j'étais avant plutôt sur un métier technique et industriel, on va dire. Ouais. Et je suis passée à un donc technique industrielle, ça veut dire, chaussures de sécurité, vêtements enfin pas vêtements de travail parce que j'étais dans les bureaux, mais quelque chose d'assez, masculin finalement, milieu, Mmh mh. et j'ai changé de travail et je suis passée dans le commercial, et en fait, toutes mes collègues, elles étaient, alors c'est marrant, j'ai parlé de l'histoire de la mini jupe, mais c'était pas volontaire, mais il y a pas de hasard finalement. Hem, comment? Du coup, toutes mes collègues étaient très féminines, Ouais. par rapport à du coup, je me suis mis dans la tête, l'image que, bah, le profil de ce poste, c'est quelqu'un de féminin et qui doit porter des vêtements plutôt féminins et du Mmh. coup, comme c'était pas, trop mon genre à moi, et ben, je me suis comparée à elle et je me suis sentie mal et pas à la hauteur, rien que par rapport à ça déjà. Ouais. Mmh mh. Ouais et des fois, tu vois, ça tient à des détails, hein. Ouais. Mmh. Il y a Valérie qui nous dit dans le chat: «Pour moi, le milieu familial était d'une exigence très élevée, le feedback positif quasiment absent au milieu d'une fratrie de 6 enfants et aussi le milieu musical en conservatoire, ouais, très compétitif et utilisant la comparaison». On revient au côté, milieu très compétitif où là, on prend pas forcément le temps de soigner du feedback positif et ça, sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir en fait, c'est vrai que dans la musique, quand on est enfant, ça peut être dur aussi, ouais. D'autres Moi, je choses qui vous viennent? Oui, Stéphanie? moi, je dirais beaucoup les attentes, familiales, et je pense que c'est les attentes familiales qui ont créé mon côté un peu perfectionniste, parce que je voulais toujours bien faire. En fait, j'avais un frère aîné qui n'aimait pas l'école et qui qui a redoublé la quatrième, qui a redoublé la troisième, et moi qui avais 4 ans de moins, il fallait que je sois la bonne élève pour, faire Pour plaisir, compenser, pour, quoi. Mmh mh. oui, voilà. Et puis je me rappelle, qu'au collège, au lycée, quand je ramenais un 18, on me disait: «Bah, pourquoi tu as pas eu 20?» Et puis si mon frère, il ramenait un 12, c'était la fête à la maison, on buvait l'apéro parce que fallait célébrer ça, quoi. Et du coup, ça me tendait à être de plus en plus perfectionniste pour atteindre ce 20, parce que, sinon j'ai l'impression de toujours décevoir, ou même, quand j'ai eu des examens importants, à chaque fois on me disait: «Oh mais on savait que tu allais l'avoir, quoi», ou c'était C'est peut-être leur ça. façon de dire qu'ils avaient confiance en moi, mais moi je me disais, oui, en fait, ils valorisent pas mes réussites, quoi. Donc c'est ce qui a fait aussi peut-être que j'ai moins valorisé mes réussites. Mmh mh. Ça me rappelle un truc que j'avais dit à des copines parce que je les entendais dire: «Oh non, mais moi je m'inquiète pas pour ma fille, elle se débrouillera toujours» et j'ai dit: «Arrêtez de dire ça, parce que vous pensez que c'est positif de dire: "Je m'inquiète pas" parce que en gros, ça veut dire: "J'ai confiance en elle", mais ça peut aussi être pris pour» parce que les enfants prennent souvent au premier degré, hein, faut le savoir, hein, Oui, hem, pour: «Je m'inquiète pas pour elle parce qu'elle en vaut pas la peine». Tu vois? Ça peut être ça oui, et ouais, toi, on savait que tu allais l'avoir et du coup, c'est genre ça nous intéresse pas mmh. presque, tu vois?
Ça peut être comme ça Mm. que c'est interprété. Mais ouais, ça laisse des traces, ce genre de phrase, c'est sûr. Corinne, tu voulais nous partager quelque chose? Oui, ben, en fait, je vais bizarrement reprendre les attentes familiales. Ça a été souligné plusieurs fois. Il n'y a peut-être pas un hasard finalement. Alors, c'était jamais assez bien. Ouais. Ce Ah, que on je t'a faisais perdu. Ah oui, ça y est. chercher. Et la comparaison, du coup, c'était pas moi, mais c'était quand je ramenais les notes, quand j'étais au collège, on était trois. Il y avait Nicolas, David et moi. On était la tête de classe. Donc, quand je ramenais un 16, d'abord, c'est combien Nicolas et David, ils ont eu combien? Donc, s'ils avaient eu 16, c'était OK. Par contre, s'ils avaient eu 18, ah bah oui, bah alors pourquoi tu n'as pas eu 18? Ouais. Enfin bon, c'était d'abord, c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est par rapport à Nicolas. Et en fait, moi, je prends le pied complètement à l'envers. Je rejette tout ça, justement, parce que ça m'a tellement gavé qu'en fait, j'en veux pas des comparaisons avec les autres. Et puis, j'en veux pas du perfectionnisme. Par contre, il y a quelque chose où j'ai dû reprendre inconsciemment, parce que ni mon père ni ma mère n'ont fait professionnellement ce qu'ils auraient voulu faire. Et c'était, oui, mais on ne choisit pas dans la vie. Et du style, c'est nos parents ont décidé pour nous ce qu'on devait faire ou pas faire. Et ça m'est venu là à l'instant de me dire, tiens, c'est marrant parce que j'ai cherché toute ma vie, en fait, ce que moi j'avais envie de faire. Moi, j'aurais bien voulu. Et c'est peut-être pas un hasard. Et quand on parle de sabotage, ouais, parfois, je crois que je mets en valeur les autres, mais peut-être que je devrais me mettre en valeur aussi moi. Ce serait peut-être pas mal. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et c'est Ouais, marrant c'est ce que une très bonne tu idée. racontes parce que moi, j'avais fait l'inverse, c'est-à-dire que je ramenais les notes à la maison et je tentais toujours de dire, ouais, mais les autres, ils ont fait moins bien. Et ma mère me disait, je m'en fous des autres. Donc, tu vois, il n'y a pas de réponse parfaite, hein. Là, pour Ouais. le coup, pour les parents, rassurez-vous, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il n'y a jamais de réponse parfaite de toute façon. Donc, voilà, Oui, quoi oui, parce qu'on que moi, dise, je trouve que quoi quand qu'on ma dise, de fille, toute elle dit façon, une note, elle dit ça, elle dit non, mais j'ai la meilleure note, mais si elle a un 12, elle dit non, mais c'est une bonne note, hein, parce que les autres, ils ont eu ça. Et je dis, mais je m'en fiche, les autres, c'est toi. réponse de prof, en fait, peut-être, hein. Est-ce que tu as compris tes erreurs? C'est plus ça que je lui dis. Est-ce que tu as compris pourquoi tu n'as pas réussi? Ouais. Merci pour ces partages. Alors du coup, l'idée là, c'est de se dire, si je comprends d'où ça vient, je vais avoir déjà des clés pour dédramatiser les choses. Me dire, OK, ça vient de mon éducation. Tu vois, déjà rien qu'en disant ce genre de choses, on met le doigt sur des choses, hein, comme Corinne nous dit, ah ben, j'y avais pas pensé, mais là, ça vient de faire un tilt. Donc, c'est important d'arriver à identifier ces facteurs-là, parce que tout de suite, ça prend un peu moins d'importance. Je dis, OK, bon, c'est quelque chose que je me traîne de mon éducation. Voilà, il y a peut-être des discussions à avoir, si on peut, pour remettre dans le contexte les choses. Et puis, on verra que, en fait, c'est nous qui les avons beaucoup amplifiées et que l'objectif derrière, c'était pas du tout ce que nous, on a compris. Et souvent, hein, il y a plein de choses comme ça dans l'éducation qui partent sur une petite phrase que nous, on a interprétée, qui est devenue énorme. Et au final, c'était pas grand-chose. Et souvent, les personnes qui nous les ont données, les petites phrases, elles s'en rappellent pas, hein. Donc, des fois, ça permet, voilà, de crever l'abcès, en reparler, et puis passer à autre chose, quoi. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est la psychologie de ce syndrome de l'imposteur. Et ça nous donnera aussi d'autres pistes pour mettre au point des stratégies pour contourner ça et faire en sorte, en fait, que ce syndrome nous empêche pas d'avancer, qui nous empêche pas de faire ce qu'on a envie, d'accord, qu'on arrive à vivre avec. Donc, je vous ai mis les définitions. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, principalement 3, et après, on travaillera ensemble sur un cas fictif où on va essayer d'identifier ces facteurs. Donc, il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Donc, on appelle ça état de tension interne causé par des croyances, des attitudes ou des comportements contradictoires. Et l'exemple pour le syndrome de l'imposteur, de cette dissonance cognitive, c'est de ressentir qu'il y a une dissonance entre ma réussite visible et mes croyances internes.
Moi, je ne me crois pas compétente et pourtant, tout le monde me voit comme quelqu'un qui a réussi. Voilà, ça, c'est une dissonance, d'accord? Ça crée un espèce d'inconfort où je vais avoir tendance à minimiser mon succès ou à l'expliquer d'une autre façon ou avoir du mal à accueillir les compliments, par exemple. Ça vous est peut-être arrivé. On te dit, ouais, ce que tu as fait, c'était génial. Et là, tu te sens obligé de justifier. Bon, bah ça, c'est typiquement une dissonance cognitive. Après, on a le biais de confirmation. Donc là, c'est la tendance à rechercher, à interpréter, à se souvenir des informations qui vont confirmer nos croyances. Donc, on va aller chercher tout ce qui va dans le sens de ce qu'on avait envie de dire. Ben, tu vois, là-dessus, dans tel domaine, je ne suis pas compétente. La preuve, il y a ceci, cela. Et puis, on va sortir les informations du contexte pour venir juste confirmer ce qu'on avait envie de se faire croire. Et on va rejeter tout ce qui ne va pas dans ce sens-là. Et donc, dans le cas du syndrome de l'imposteur, on va avoir tendance à chercher des preuves qui confirment nos doutes et puis d'ignorer toutes les autres preuves qui montrent qu'on est compétent et qu'on a eu du succès. Et puis, il y a l'effet Dunning-Kruger que vous avez peut-être déjà, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc ça, c'est aussi un biais cognitif qui, souvent, on l'exprime dans ce sens-là, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas compétents n'ont aucun doute, là où ceux qui sont compétents en ont beaucoup. Et, heu et en fait, du coup, comme ceux qui sont compétents ont beaucoup de doutes, ils vont se laisser influencer par des gens qui ne sont pas compétents et on voit toute la perversité du truc, quoi. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte, c'est vraiment d'avoir des moyens de se rassurer aussi sur ses compétences et pas se laisser influencer par des gens qui connaissent rien, quoi. Je vous propose du coup un cas fictif et après on travaille ensemble dessus. Donc j'ai pris l'exemple de Marie, qui est une professionnelle accomplie, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de la finance. Elle a récemment eu une promotion à un poste de direction dans une grande entreprise. Et malgré ses réussites académiques et professionnelles, Marie éprouve constamment le sentiment de ne pas mériter son succès et elle craint que finalement ça soit révélé au grand jour, que c'est une imposture. Donc dans ses pensées négatives, bah, il lui arrive de se dire: «Ah, je ne suis pas assez compétente pour ce poste. Ils ont dû faire une erreur en me choisissant. Ou mes collègues vont bientôt découvrir que je ne suis pas à la hauteur». Et en termes de comportement, et bah, du coup, elle va faire quoi? Elle va travailler pendant des heures et des heures pour compenser ce qu'elle perçoit, elle, comme des lacunes. Elle va parfois éviter de prendre des décisions importantes parce qu'elle a trop peur de se tromper. Et puis, elle va avoir tendance à minimiser ses réussites en les attribuant soit à la chance, soit à son équipe, mais pas à elle, quoi. Donc là, je vous propose 3 situations dans lesquelles on va essayer d'identifier, est-ce qu'il s'agit d'une dissonance cognitive, d'un biais de confirmation ou de l'effet Dunning-Kruger? Donc situation numéro 1, Marie reçoit des éloges pour une présentation réussie. Bien que ses collègues et supérieurs louent son travail, elle ressent une tension interne parce qu'elle ne croit pas en sa propre compétence. Alors d'après vous, on est sur quoi là? La dissonance, non? Ouais, dissonance cognitive. En fait, il y a un écart entre ce qu'elle perçoit elle d'elle-même et ce que les autres lui renvoient comme feedback. Situation numéro 2, elle est confrontée à une nouvelle technologie. On parlait de l'IA tout à l'heure dans son domaine. Et elle est consciente de cette lacune par rapport à cette technologie spécifique et du coup, elle sous-estime ses compétences globales en finance, comme si elle remettait tout en question juste parce qu'elle ne sait pas se servir de ChatGPT, quoi. Alors que ses collègues moins expérimentés, eux, ils savent peut-être se servir de ChatGPT et du coup, ils se sentent super confiants, alors qu'en termes de finance, ils ont carrément moins de connaissances qu'elle. On est sur quoi là? Virginie, attends, ouais, il faut ouvrir ton Ouais, micro. je dirais un biais de confirmation, en fait. Ah, moi, j'aurais dit l'effet Dunning-Kruger. là. Non. Ah, Quelqu'un d'autre veut trancher? J'aurais dit l'effet aussi Kruger, là. Doute sur les compétences. Valérie qui nous dit Dunning-Kruger aussi, ouais, c'est le Dunning-Kruger. d'accord. C'est en fait parce qu'il y a un élément que je maîtrise pas, je remets en question tout ce que j'ai fait et je laisse des gens qui sont moins compétents que moi m'impressionner, alors qu'en fait, ils ont moins de connaissances que moi. Donc c'est bien ça, le Dunning-Kruger. Et situation numéro 3, Marie reçoit des feedbacks positifs et négatifs après une réunion. Elle se concentre exclusivement sur les critiques négatives,
confirmant ainsi sa croyance qu'elle n'est pas à la hauteur et elle ignore les nombreux commentaires positifs qu'on lui a faits. Biais de confirmation. Confirmation, ouais. C'est ça. Mm. Ouais. Là, elle est allée chercher, dans tout ce qu'on lui a dit, elle est allée chercher que ce qui confirmait sa croyance qu'elle n'est pas compétente pour le poste. Donc là, c'est un peu caricatural, cette situation, mais je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de faire ce genre de choses, quoi. Et le fait de grossir un peu le trait, ça permet aussi que ça devienne plus conscient chez vous. La prochaine fois que ça vous arrive, vous allez tilter là-dessus. Vous allez dire: «Ah, là, je suis en train de me faire», alors peu importe si vous n'avez pas retenu dissonance cognitive, biais de confirmation ou effet Dunning-Kruger, mais vous allez retenir comment ça se manifeste. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, c'est toujours pareil. Une fois qu'on a mis le doigt dessus, que ça devient quelque chose de conscient, on a fait 90% du job. C'est qu'on a démonté un petit peu le sortilège là. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir à votre expérience, réfléchir à une situation où vous pensez avoir rencontré un de ces effets. Et je vais vous remettre à l'écran les définitions. Donc, est-ce que vous avez déjà eu une dissonance cognitive, un biais de confirmation ou un effet Dunning-Kruger? On se laisse 2-3 minutes. C'est bon, vous avez déjà des situations en tête? Alors, quand je dis 2-3 minutes, en fait, je tiens qu'1 minute 30, hein, je suis désolée. Ça me paraît hyper long, en fait. Est-ce que quelqu'un a déjà quelque chose à partager? Un exemple à partager? Oui, vas-y Nathalie. Alors moi, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit. Donc dans mon emploi d'avant, on a fait notre responsable un jour, en réunion, nous a fait faire un jeu, où en fait, on avait chacun admettons qu'on était 7, il y avait 7 feuilles blanches avec le prénom, de chaque personne, en haut de la feuille et on faisait passer les feuilles et en fait la phrase démarrait par: «Tu es fabuleuse parce que» et admettons, que moi j'ai la feuille de toi Cécile, je devais mettre, «Tu es fabuleuse parce que», après je pliais la feuille, on faisait tourner la feuille, donc chacun s'exprimait pour les autres et en fait, après chacun récupère sa feuille, l'ouvre et en prend connaissance. Alors je n'ai plus le contenu exact de ce qui avait été écrit, mais en tout cas, ça m'a beaucoup marquée parce que c'est là que j'ai vu comment les autres me voyaient et reconnaissaient mes compétences, alors que pour moi, c'était pas forcément, je me croyais pas forcément, compétente ou en tout cas, je mettais pas forcément ça en avant. Ouais. Et voilà, c'était juste pour partager le fait que si quelqu'un d'extérieur le dit, enfin la vision et que c'est partagé aussi par les autres, c'est pas seulement une personne,
Donc c'est la dissonance cognitive du coup qui était présente au départ Ouais. et qui a été atténuée grâce à ce jeu finalement. Ouais, et c'est assez excellent ce jeu. Ça me rappelle, vous avez déjà joué à ça? On appelait ça les petits papiers. C'était le nom d'un garçon, tu plies, le nom d'une fille, tu plies, tu fais tourner à chaque fois. Puis après, où ils sont, dans quelle situation, qu'est-ce qu'ils se disent. Bon, c'est rien à voir. Enfin, le principe est le même, c'est que tu plies et que tu racontes des histoires avec ça. Oui. Mais je trouve ça super parce qu'effectivement, certainement que les gens ont découvert des choses qu'ils n'auraient jamais pensé à écrire sur eux-mêmes, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est tout le côté très paradoxal du regard des autres. On en a toujours peur en croyant qu'il est négatif. Et C'est puis, ça. des fois, on se rend compte qu'en fait, il est hyper positif et qu'il nous apprend des choses qu'on n'aurait jamais pensé ou osé dire de soi-même, quoi. Exactement. Mm. Mm. Quelqu'un d'autre veut partager une anecdote? Moi, c'est par rapport à mon travail, en fait, ce qui me fait, moi, je pense que c'est plutôt un effet Dunning-Kruger là. Alors moi, comme je suis enseignante, je dois enseigner toutes les matières et puis il y a des matières que j'aime mieux et il y a des matières où je me suis tellement convaincue que j'étais nulle, par exemple en anglais ou en musique, que j'arrive pas à les enseigner aux élèves et que du coup, même si j'excelle en art, je fais beaucoup de théâtre avec eux, enfin, ou sur les écouter, et ben, je me dis que comme je ne sais pas enseigner ces deux matières-là, ben, je ne me sens pas légitime à me dire bah, je peux être une bonne enseignante ou voilà, parce que ça, je ne maîtrise pas, quoi. Eh ben, je te rassure, à la fac, j'ai eu des profs d'anglais qui faisaient que de l'anglais et qui étaient très nuls. Et pourtant, c'était en fac. Tu t'attends à avoir des gens qui ont quand même un certain niveau de langue et je pense qu'ils n'étaient jamais allés en Angleterre ni rien du tout, quoi. Ah oui. Voilà. Après, c'est aussi revoir ses exigences propres par rapport à ton public, quoi. Oui, non, mais mes collègues, ce qu'elles me disent, elles disent non, mais pour enseigner en primaire, apprendre les couleurs, les animaux, tu sais faire. Mais Je je crois que pense ça que va. c'est tellement ancré en moi en me disant bah, je suis nulle en anglais que j'arrive pas à me lancer, quoi. Et Ouais. puis que dans une école, j'en ai une qui a vécu en Angleterre, donc ils parlent très bien. Donc je me dis ah oui, mais s'ils ont déjà eu ce collègue à côté, je vais paraître ridicule. Donc voilà. Sauf qu'à l'âge qu'ils ont, certainement qu'ils n'ont pas de moyen de comparer l'anglais de ta collègue et le tien, quoi. Oui, oui, non, mais c'est ce qu'on se met nous dans nos têtes. Mm. Et en plus, quand moi je les ai en classe, quoi, moi je suis la maîtresse de l'art, c'est comme ça qu'ils m'ont identifiée et que ça me va très bien. Mais voilà, moi je me sens pas toujours légitime du coup pour tout enseigner, quoi. Ok, merci pour ce partage. Il y a Valérie dans le chat qui nous dit: je me concentre sur les critiques négatives, je me reconnais le plus dans la Marie de l'exemple 2. Donc, l'exemple 2, c'était la nouvelle technologie, donc plus l'effet Dunning-Kruger, quoi. Dans les rassemblements de chorale de collège, je recevais beaucoup de compliments, mais je ruminais la nuit qui suivait les situations d'échec. Donc plutôt biais de confirmation. Non, ouais, les deux. Du coup, tu as le Dunning-Kruger si tu te reconnais dans l'exemple 2. Et après, oui, c'est le biais de confirmation. Tu vas aller chercher le petit détail qui va venir confirmer que, bah, effectivement, tu n'étais pas du tout compétente pour faire ça. Hein. Quelqu'un d'autre veut partager autre chose? Eh bien, on avance si vous voulez bien. Donc maintenant, on va tâcher de se préparer des stratégies en fait pour contourner ça, pour pas se laisser emprisonner par ce syndrome de l'imposteur. Comme je vous disais déjà, quand on identifie ça, qu'on a compris les causes et qu'on sait dire ah, le reconnaître, il y a un travail un peu d'accueillir, hein, comme on peut faire avec des émotions. Hein. Avec les émotions, on dit souvent on accueille les émotions. C'est je me sens en colère, j'accueille cette colère, j'essaye de comprendre d'où elle vient, qu'est-ce qui l'a déclenchée, etc. Ben là, c'est la même chose. C'est le même genre de travail. C'est de dire je reconnais le syndrome de l'imposteur, je reconnais que je suis en train de faire un biais de confirmation ou une dissonance cognitive, un effet Dunning-Kruger. Et après, je vais chercher d'où ça vient et je vais pouvoir mettre en place mes stratégies pour surmonter ça. Donc, il y a des techniques qu'on appelle techniques cognitives.
On appelle ça recadrage des pensées négatives. Quand j'ai une pensée négative, en fait, le jeu, ça va consister à la remplacer par une pensée plus réaliste et plus positive. Donc quelque chose, on se ramène à quelque chose de plus factuel, pas quelque chose qui est mon interprétation de ma situation avec toutes mes croyances et tout ce que je mets derrière et tous mes biais. D'accord? Donc l'idée, c'est de procéder par étapes. Première étape, je vais identifier ces pensées négatives et les noter. Donc par exemple, si je me dis, je suis pas bonne en anglais, ou bah là, je vais me planter, c'est sûr. Ou alors des trucs du genre, ah bah là, c'est pas gagné, hein. Ah mais moi, je suis nulle à ça, quoi. Voilà, toutes ces petites phrases, on peut déjà les noter mentalement ou les noter par écrit. On n'a pas toujours de quoi écrire, mais au moins mentalement dire, ah, je viens de me faire une petite pensée négative là. Et après, on va aller chercher les preuves. C'est OK. Là, c'est quelque chose de très, très rationnel. C'est donc, si ça ne te gêne pas, je prends cet exemple de je suis pas bonne en anglais. Et je vais aller chercher les preuves pour, les preuves contre. Qu'est-ce qui prouve qu'effectivement je suis pas bonne en anglais et qu'est-ce qui prouverait le contraire? Est-ce qu'il y a des choses qui se contredisent en fait? Et ensuite, je vais remplacer ça par une pensée positive. Donc, je vais formuler une pensée alternative qui va être plus constructive parce qu'elle va être basée sur du factuel et elle va être plus réaliste. Donc, du genre, je vous ai mis comme exemple, j'ai travaillé dur pour être ici, ou je suis capable de réussir ce projet. Ou ce que je t'ai dit tout à l'heure, je suis capable de parler anglais avec des élèves de CP qui n'ont jamais entendu parler anglais de toute façon. Ou ce que tu as dit ta collègue, il s'agit juste de nommer les couleurs en anglais. Tu vois, on ne demande pas de faire des phrases grammaticalement complexes. Donc, tu vois, c'est remettre dans le contexte. D'accord? Et là, je vais vous proposer un petit exercice. Donc, je vous ai mis une pensée négative. J'ai aucune idée de ce que je fais, je vais échouer. Comment est-ce que vous pourriez la recadrer, cette pensée négative? Donc, cas fictif, mais qui peut s'inspirer de la réalité si ça vous parle, hein. Comment vous pourriez recadrer ça et le transformer en une affirmation plus positive? Moi, je dirais peut-être déjà identifier, enfin, demander à la personne quels sont les facteurs en fait qu'elle a identifiés qui peut la faire échouer. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui lui fait dire en fait qu'elle est en situation d'échec? Mmh mh. Trouver la racine en fait voilà, de Ouais, cette pensée-là. revenir à du factuel, ouais. Ouais. Mmh mh. Si c'est juste un sentiment ou effectivement, ça peut être un sentiment diffus, mais il y a peut-être rien de factuel, derrière. Ouais, tu peux avoir une réponse du genre: «Ah ben, j'ai pas eu le temps de préparer». Ouais, ou, je le sais parce que je suis pas bonne dans ce domaine-là, par exemple, Ouais, je tu vois, sais, je comme me loupe l'anglais, toujours de toute façon voilà. quand il y a ce genre de truc, quoi. Ouais, Mmh. ouais. Ouais. Et là, tu sens bien qu'il y a une croyance. De toute façon, quand il y a un toujours ou un jamais, vous pouvez être quasi sûr qu'il y a des croyances derrière, hein. Mmh. Oui, ou ça peut être aussi parce que c'est une nouveauté et quand c'est nouveau, on ne sait pas forcément à l'avance, mais on se met en situation négative, dire: «J'ai jamais fait, donc je sais pas faire». Ouais. Et là, alors, quelle serait la stratégie pour recadrer ça? Enfin, il peut y en avoir plusieurs, hein, mais Tu une phrase positive? ouais, une phrase J'ai positive, par toutes les exemple, compétences pour réussir. J'ai toutes les compétences pour réussir et je suis bien préparée. mmh mh, par exemple, ouais. Mmh. Quelqu'un d'autre a J'essaie une autre idée? Nathalie, ouais? j'essaie j'essaie de faire enfin quelque chose de nommer, j'essaie de, et hem et la réussite de cette action va me donner confiance. Mmh mh. Ouais. Et en nommant quelque chose de précis. Enfin, en faisant Peut-être quel non, pardon, j'allais dire, dans la lignée de ça, peut-être d'identifier par le passé un succès, en fait, quelque chose qui a été positif et de partir de ça de façon très factuelle pour dire: «Bah, oui, mais tu vois, dans une autre situation, tu as réussi donc il y a pas de raison, en fait, que tu n'aies pas les compétences, les capacités pour réussir, dans cette nouvelle situation». C'est ça.
C'est se ramener, là, on est face à quelque chose qui est nouveau, qu'on ne connaît pas. Comment est-ce que je peux me ramener à quelque chose que j'ai fait avant, une autre situation où j'étais déjà sur quelque chose que je ne connaissais pas, où j'ai réussi. Dire, bah, si tu as pu faire ça, tu vas pouvoir faire ça, il n'y a pas de raison. Oui, Lionel, il faut que tu ouvres ton micro. Moi, je proposerais simplement de poser la question à la personne de quoi elle a peur, pourquoi elle a peur, de telle manière à pouvoir identifier cette peur et après déconstruire la peur. Parce que si elle y va avec un frein où j'y vais, mais je vais essayer, mais je suis pas sûr, etc. Si on arrive, alors si on est assez à l'aise avec ce genre de choses, cette démarche, j'entends bien, ben d'aller vers la personne et de lui demander pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui t'amène à être là, ta boule au ventre et de dire ok, je ne suis pas capable ou je ne vais pas pouvoir faire, etc. Et ben là, posant la question du pourquoi, ben au troisième pourquoi, généralement, la personne dit et puis là, tu peux lui dire ben, essaye. Si tu as besoin d'un coup de main, ben, je suis là, mais essaye. Alors là, c'est bien ce que tu proposes, mais moi, je te mets dans le contexte où c'est toi-même qui te dis ça. Et c'est à toi-même que tu t'adresses. Et là, tout de suite, ça devient un peu plus compliqué. Oui, parce que se poser la question du pourquoi à soi-même, c'est nettement plus difficile parce que là, on va diriger les réponses. Quand c'est une tierce personne qui fait du pourquoi, c'est pas dans dans la même position. Bon, c'est juste une proposition, une réflexion. Non, mais c'est intéressant, mais tu vois, c'est vraiment se remettre dans l'idée où je fais ce travail pour moi. Je suis pas en train de le faire pour les autres, là. C'est moi, Mmh. j'ai eu cette pensée négative de j'ai aucune idée de ce que je fais, je vais échouer. Comment je transforme ça en une pensée positive? Donc, c'est-à-dire que je recadre cette pensée négative en disant si je fais 2 colonnes, quoi, un plus, un Mmh. moins, qu'est-ce qui va dans le sens de effectivement, je sais pas ce que je fais et j'ai toutes les chances d'échouer et qu'est-ce qui va dans l'autre sens? Alors donc Qu'est-ce je que je dirais pourrais faire? j'essaye. Pour répondre à la plus correctement, c'est, j'essaye et je vois. Nathalie, tu voulais dire quelque chose aussi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour réussir? Enfin, c'est dans l'autre Ouais, sens, là, tu es mais sur une question, donc c'est moyennement rassurant mmh, parce que moi, du coup, c'est tu as je m'a encore vas-y Stéphanie? Moi, je m'appliquerai ce que je dis à mes élèves, par exemple, quand il y a une évaluation, pour qu'ils aient leur feuille, il faut qu'ils me disent, «Je suis capable de réussir» et tant qu'ils m'ont pas dit ça, pour conditionner leur cerveau, je leur dis: «Pour que mettre ton cerveau en mode, ouais, je vais y aller, je vais y arriver». Ouais, Et quand ils m'ont dit ça, je leur dis: «C'est la phrase magique où vous avez le droit à la copie». Et je lui ouais. dirais ça, quoi, de se dire, «Je suis capable de réussir» pour me dire: «Si, allez, vas-y, bah, tente, quoi». Ça rejoint un peu ce que disait Lionel, «Vas-y, essaye et puis tu verras bien», mais en conditionnant mon cerveau pour lui dire, qu'il est fort, quoi, qu'il sait des choses et qu'il en sait plus que ce que j'ai l'impression de savoir. Mmh mh. Ouais. C'est ce que nous dit Valérie un peu dans le chat aussi. Elle dit: «Jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi et aujourd'hui, j'ai prévu de préparer autrement, donc j'essaie cette nouvelle formule. On verra et ensuite je serai prête à essayer une autre formule». C'est aussi dédramatiser l'enjeu, c'est une bonne idée. De se dire finalement, oui, la politique du petit pas. C'est, je fais un test mais j'aime bien le côté, je suis capable. En fait, c'est pas parce que je l'ai jamais fait que je suis pas capable donc je n'ai jamais fait ça, mais je suis capable de le faire avec les moyens que j'ai aujourd'hui et puis on verra. Et je pourrais faire mieux peut-être la prochaine fois. Ouais, j'aime bien cette idée-là aussi. Donc ça, et c'est du une première stratégie, une première technique cognitive. La deuxième, c'est la pratique de l'autocompassion, qui consiste à être bienveillant envers soi-même, dans des moments qui peuvent être, difficiles, des moments d'échec, de doute, au lieu de se critiquer, c'est plutôt de procéder avec ces 3 étapes-là. C'est un, reconnaître et accepter les sentiments. Donc là, on rejoint un peu ce que nous disait Lionel tout à l'heure. S'il y a de la peur, d'où elle vient? C'est déjà, je le reconnais qu'il y a cette peur. Donc est-ce que j'ai des sentiments de doute, de l'impression de ne pas être à ma place? Voilà et reconnaître ça de manière, objective, sans jugement.
En 2, je vous ai mis comprendre l'humanité commune. C'est se rappeler que tout le monde éprouve des moments de doute et d'imperfection. Et donc, je suis pas seule au monde à ressentir ça. Vous repenserez à Michelle Obama, à Tom Hanks et tout ça. Et 3, c'est de pratiquer l'auto-bienveillance. Se parler à soi-même comme on parlerait à une amie proche. Mais je trouve l'exemple de tes élèves qui sont assez jeunes, c'est sympa aussi. C'est est-ce qu'on dirait à un enfant, non, mais tu l'as jamais fait, c'est sûr que tu vas te louper, quoi. Ben non. Donc, comment je pourrais me parler à moi de la même façon que je pourrais parler à un enfant pour l'encourager? Ben, en fait, c'est ce que je mérite aussi, quoi. Donc être aimable, compréhensif envers soi-même. Alors là, du coup, je vous propose un autre petit exercice d'exprimer l'autocompassion pour faire taire la critique suivante. Mettons que j'ai cette pensée négative de me dire: «Oh, je suis tellement stupide d'avoir fait cette erreur». Qu'est-ce que je pourrais me dire à la place si je devais pratiquer l'autocompassion? Et on peut mettre vous pouvez mettre une situation un peu plus précise si ça vous aide, hein. Je sais pas, j'ai, j'ai oublié, les clés de la maison quelque part et du coup, il faut que j'y retourne ou j'en sais rien ou Ben, moi, l'erreur, ça me parle parce qu'à l'école, il y a toujours des erreurs. Et moi, je dis aux élèves tout le temps, mais on fait tous des erreurs, vos parents, vos grands-parents, la maîtresse, tous on fait des erreurs, mais l'erreur, elle nous sert à apprendre. Et moi, je leur donne toujours l'exemple parce que j'aime bien faire des albums photos que je relis. Et je leur dis, bah, une année, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Quand j'ai collé mes photos, quand j'ai tourné la page, et ben, je m'étais trompée de côté. Il fallait que je tourne un coup d'un côté, un coup de l'autre, mon album photo pour lire les photos dans le bon sens, quoi. Et je dis, mais cette erreur, elle m'a servi parce que dorénavant, à chaque fois que je fais un album photo, je me rappelle cette erreur et que je me dis, attends, tu t'étais déjà trompé, alors positionne les photos, vérifie avant de coller. ouais. Et je dis, mais on en fait tous des erreurs et c'est ce qui nous aide à grandir et qui, plus que des fois, quand on réussit, on ne se pose pas de questions parce qu'on a réussi. Donc, c'était facile et on ne se demande pas pour quelle stratégie on a mis en place ou pour réussir. Alors que l'erreur, eh ben, elle va nous faire réfléchir de pourquoi j'ai fait cette erreur et que bah, c'est pas grave, quoi. Ouais. La fois d'après, on la fera peut-être plus. Ouais, mais c'est vrai que le cerveau fonctionne en essai-erreur et qu'il va mémoriser et apprendre à partir des erreurs beaucoup plus que des réussites. Parce qu'effectivement, quand on réussit, il y a pas d'analyse de comment je suis arrivée là. Donc après, c'est un peu le coup de bol, quoi. Est-ce que je vais arriver à le refaire ou pas? J'en rajoute un peu, hein, mais Oui. alors que quand je me suis trompée, j'ai cette analyse de savoir: «OK, à quel moment je me suis trompée?» J'ai décortiqué le processus. Là, je vais le mémoriser et je vais dire: «Ah, c'est à cette étape que je me suis trompée. Là, il faut faire ça et ça, c'est bon. À partir de là, j'y arrive» et je vais pouvoir le reproduire, heu, je vais dire ad vitam. Peut-être pas parce que si j'arrête à un moment, je vais peut-être l'oublier, mais en gros, j'ai ancré quelque chose de plus puissant que quelque chose qui m'est venu, facilement du premier coup. Parce que là, le facteur chance, il peut aussi jouer. Quand je réussis quelque chose du premier coup, des fois, ça peut être juste un coup de bol, quoi. Le truc, tu as une chance sur 2 que ça fonctionne, ben, si ça a fonctionné, mais que tu sais pas pourquoi, tu as pas appris, hein. Alors comment je Exactement. reformule cette phrase? Qu'est-ce que je pourrais me dire à moi-même? Moi, je me dirais, ouais, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, tout simplement. Ouais. Finalement, l'erreur, apprend quelque chose et il faut le voir peut-être comme un moment positif pour progresser, en fait. Et comme Mmh tu mh. disais, finalement, on apprend peut-être mieux que si on a eu un coup de bol, hein, on a réussi, mais on ne sait pas forcément pourquoi on a réussi. Ouais. Quelqu'un d'autre a une proposition? Moi, je Ah oui, il y a dirais, Valérie. Vas-y Nathalie, je lirai le chat après. pour rejoindre ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport à l'humanité commune, c'est que, ben, comme dit la phrase, «L'erreur est humaine», enfin, l'erreur est humaine, ça peut m'arriver, bah, qu'est-ce que j'apprends de cette erreur pour effectivement ne plus que ça m'arrive plus et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ne plus faire cette erreur? Ouais. Cet oubli, cette Mmh mh.
Ouais, dans l'idée où j'ai oublié quelque chose, je pourrais me dire, ah bah tiens, du coup, ça me fait penser que je ferais bien de faire une checklist, quoi. Et Mmh. ça me fait évoluer finalement dans mes process. Donc, c'est bénéfique. Valérie, elle nous dit, tu l'as fait avec une intention totalement bonne, donc pas de panique, reste zen. L'autocompassion, c'est ça, typiquement. C'est en fait, ça sert à quoi de venir me flageller là en disant, ouais, je suis vraiment stupide d'avoir fait ça. En fait, c'est fait maintenant. Donc, moi, je dis souvent aussi, c'est mettre son énergie à trouver une solution et en tirer un apprentissage. C'est plus intéressant que de mettre son énergie à enfoncer le clou pour dire, ah, mais j'aurais vraiment pas dû faire cette erreur. Oui, mais ça changera rien. Oui, le pourquoi, se poser des questions sur le pourquoi j'ai fait cette erreur, le contexte, je sais pas, j'étais pressée. Est-ce que j'étais pressée? Si je suis pressée, c'est que j'ai peut-être pas prévu suffisamment de temps. Enfin, C'est ça. C'est un peu le côté, moi, je prends un peu la casquette assurance qualité pour ce genre de truc. C'est OK, qu'est-ce que je peux mettre en place comme action corrective pour tout de suite me sentir mieux par rapport à cette erreur? Et après, qu'est-ce que je peux mettre en place comme action préventive pour que cette erreur ne se reproduise pas? Et ça, c'est intéressant comme démarche, même au niveau intellectuel, quoi. C'est constructif et on n'est pas dans le jugement, on est plus dans, il y a un apprentissage à tirer de cette erreur et je m'en sers tout de suite. Ça veut dire que d'une part, si toutefois cette erreur se reproduisait, j'ai déjà trouvé une solution par le passé, donc je vais pouvoir remettre en œuvre cette solution et d'autre part, j'ai mis en place des choses qui me permettent de penser que cette erreur ne se reproduira pas. D'autres choses à ce sujet? Vous avez d'autres idées de phrases gentilles que vous aimeriez vous dire à vous-même? Non, on passe à la suite. Donc les autres techniques, là, on était sur les techniques cognitives. Il y a des techniques comportementales, dont une qui est très, très pragmatique, c'est de se fixer des objectifs réalistes. Alors, je pense que vous avez tous entendu parler des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents, réalistes, en anglais c'est SMART, et limités dans le temps. Donc les étapes, c'est définir des objectifs clairs et spécifiques. Donc au lieu de dire je veux être un bon leader, dire plutôt je veux améliorer mes compétences en communication en allant assister à un atelier et en pratiquant chaque semaine. Je reprends l'exemple de l'anglais. Tu me pardonneras, Stéphanie, mais je trouve qu'il est parlant. Au lieu de dire je veux améliorer mon anglais, c'est je vais m'inscrire à une formation en ligne d'anglais et puis je vais à un groupe de parole une fois tous les 15 jours. Là, tu es sur quelque chose de très spécifique. Et du coup, moi, j'aime bien parler d'objectifs de moyens plutôt que d'objectifs de résultats. Ça veut dire plutôt que de me dire je veux améliorer mon anglais, qui est un objectif de résultat et du coup qui n'est pas certain. Si tu veux quelque chose de plus facile à atteindre, de plus réaliste, c'est je veux me donner les moyens de progresser en anglais. Donc, mon objectif est d'aller assister, d'aller participer à un groupe de parole en anglais, un groupe de communication en anglais, une fois tous les 15 jours. Ça, c'est un objectif de moyen. Et ça, je peux cocher. Là, j'y suis allée, paf, c'est bon, objectif atteint. 15 jours après, j'y suis allée, objectif atteint. D'accord? Et du coup, on est moins dans le jugement quand on fait ça. Et on est sur quelque chose qui est, comme disait Valérie tout à l'heure, c'est un petit pas. C'est comment, en fait, je contribue à un objectif plus grand, mais avec des choses plus spécifiques, quoi. Oui, puis en Donc, plus, avec le côté perfectionniste, parler mieux anglais, je me dis, je pense que je l'atteindrai jamais puisque mon perfectionnisme fait que ça c'est sera ça. toujours trop loin. Sur l'anglais, alors moi, je vais te dire, j'ai travaillé pendant, je pense, 20 ans, principalement en anglais. Donc, je pense que je dois être à l'aise avec l'anglais. Pour autant, sur le CV, quand il faut mettre ton niveau d'anglais, je vais mettre que c'est pas mal. Et Lionel, ça le fait marrer parce qu'il m'a dit: «Tu m'enlèves ça tout de suite». J'avais mis une échelle, de 0 à 100 maîtrise de la langue. Donc français, c'est ma langue maternelle, je mets 100. Déjà, tu peux venir challenger ça en disant: «C'est pas parce que c'est ta langue maternelle que tu la parles forcément très bien». Mais bon, mettons que ça soit ma référence, je mets 100. Et du coup, anglais, j'avais dû mettre genre 75. Parce que je me mets en référence à ma langue maternelle ou en référence à quelqu'un qui serait natif et de langue maternelle anglaise. Et là, Lionel m'avait pourri, il me dit: «Mais non».
tu vas mettre 100% parce que tu peux tenir des réunions en anglais, tu peux téléphoner en anglais, tu peux parler à n'importe qui, n'importe quand en anglais. Tu n'as pas besoin de te préparer, donc c'est bon, quoi. Mais moi, jamais j'ose dire je suis bilingue. Parce qu'on me dit, bah non, quelqu'un de bilingue a vachement plus de vocabulaire que moi, quoi. C'est typiquement ce genre de truc. Donc oui, s'améliorer en anglais, ça peut vouloir tout et rien dire. Ouais, ouais. Alors que se dire je veux pratiquer plus mon anglais, bah là, tu vas pouvoir avoir des objectifs de moyens, de dire bah, comment je fais, je peux écouter, regarder mes séries Netflix en anglais, en VO, je peux ouais, aller dans des groupes de parole, je peux essayer de me créer un réseau en Angleterre pour avoir des opportunités de discuter, voilà. Je peux prendre des cours, je peux faire, voilà. Mais tu vois que c'est vachement plus concret qu'effectivement le je veux m'améliorer, bof, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se fixer des objectifs atteignables, pas trop ambitieux, pas irréalistes, parce que si on met des objectifs qui sont irréalistes, on va venir renforcer ce sentiment d'échec qui est complètement injuste en plus et pas mérité, quoi. Et puis après, on va pouvoir suivre les progrès. Et c'est là où les objectifs de moyens sont intéressants, parce que comme je vous disais, je peux te dire, bah, si moi, mon objectif, c'est de regarder une fois par semaine une série en anglais, bah, quand je l'ai fait, je coche et mon objectif, il est atteint. Et je peux suivre mes progrès comme ça. Là où savoir si j'ai vraiment perfectionné mon anglais, ça va être très complexe pour moi de m'auto-évaluer, hein. Mhm. Alors, je vous ai mis un petit exemple d'objectif irréaliste à transformer en objectif réaliste. Je dois être parfait dans tout ce que je fais. Qu'est-ce que vous fixeriez comme objectif à la place? Oui, c'est un peu extrême. Lionel, on ne t'entend pas, il faut que tu rouvres ton micro. J'appelle Mary Poppins. Elle est parfaite, Mary Poppins, tu crois? Semble-t-il en tout point et en tout lieu, semble-t-il d'après ce qu'elle dit, oui. Ah, d'accord. Vous pouvez combiner les différentes approches qu'on a vues jusqu'à présent. Déjà, moi, je dirais je fais de mon mieux plutôt que de dire je suis parfaite. C'est ça, c'est ce que Pour j'avais ça. en tête quand je dis on combine. C'est, tu vois, tu veux aussi être dans l'autocompassion. C'est, eh ben, je peux me promettre à moi-même de faire de mon mieux dans chaque situation, déjà. Et après, si on veut en faire un objectif SMART, donc quelque chose de réaliste, atteignable. Virginie? Ouais, moi, j'aurais tendance à dire plutôt, alors je dois, c'est un peu dur, une injonction, D'accord. déjà, ça plombe tout de suite, ça donne pas envie, quoi. Le je dois et il faut, en Ouais, général, ça tue un peu. ouais, c'est ça. Alors, je sais pas comment dire, bon, faudrait remplacer par, ou j'ai envie plutôt, j'ai envie de progresser dans, dans des domaines qui me tiennent vraiment à cœur, quoi. Mm, mm. Ouais, je le dirais plus comme ça. Ouais, ouais, j'aime bien. Ou j'ai envie de me donner les moyens de progresser, tu vois, qui est encore Voilà, un oui, c'est cran en ça. dessous. Parce que du coup, tu te mets moins la pression sur le résultat. Oui, Mm, mm. Et Valérie nous dit, je vais choisir un domaine avec un objectif concret. Ouais, déjà, c'est que oui, je vais c'est pas ça, essayer ouais. d'être Tout faire. partout. C'est concrètement sur quel domaine. Ben, par exemple, j'ai envie de savoir jouer un morceau de piano, quoi. Ou j'ai envie de pouvoir lire Harry Potter en anglais. On va faire l'anglais toute la soirée, hein. Je vais en rêver. Harry Potter n'est pas forcément le meilleur bouquin pour commencer à lire en anglais parce qu'il y a plein de mots inventés, hein. Donc il y a d'autres choses Ah ouais. plus cool à lire en anglais. Quelqu'un d'autre a une proposition? Il y a Valérie qui dit j'aime bien la proposition de Virginie qui me tient à cœur. Ouais. C'est Mm. aussi du prendre soin de soi, là. On a combiné deux C'est approches, ça. quoi. Ouais. Ok, très bien. Et la troisième technique comportementale, c'est célébrer les petites victoires. On a vu que dans les causes du syndrome de l'imposteur, il y a le côté où je me focalise sur les petites erreurs et où j'arrive pas à reconnaître tout ce que j'ai réussi autour. Ben là, l'idée, c'est de changer un peu de façon de voir les choses
et de se focaliser sur ce que j'ai réussi et de le célébrer. Le célébrer, ça veut dire que je prends le temps de m'arrêter, ne serait-ce que quelques secondes pour dire: «Hé, j'ai fait ça, quoi». Hop, je relaisse. Mais pourtant, elle était déjà là, Valérie. Tu t'es dédoublée, Valérie. Mais là, tu as du son. Ah, mais me voilà! Mais ça y est! Mais voilà, bienvenue! Ah, je vais rattraper tout mon temps perdu. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais pas dire que je vais devenir une excellente geek, mais Une professionnelle de l'informatique. oui. Donc, on parlait de célébrer les petites victoires. Bah voilà, une petite victoire. J'ai réussi à retrouver ma caméra et mon micro. Donc, les identifier de manière quotidienne, voire les noter, hein, selon comment vous vous sentez impacté par le syndrome de l'imposteur ou à quel degré vous avez tendance à focaliser sur ce que vous avez raté, bah, prendre le temps de l'écrire, mais vraiment à la main, pas sur un ordinateur, parce qu'il y a vraiment un ancrage différent quand on écrit à la main. Ça peut être super important pendant quelques jours de faire ça et de prendre le temps d'analyser ce qu'on a fait et de dire: «Ouais, j'ai fait ça, quoi. J'ai réussi à faire, je sais pas quoi, sans être préparé et c'était nouveau pourtant» et prendre le temps de se féliciter. C'est soit il y a des choses qui peuvent être des fois hyper dures à dire, du genre: «Je suis fière de moi d'avoir fait ça», mais arriver à le prononcer, ne serait-ce que tout seul devant sa glace, c'est déjà top et sinon de le partager avec quelqu'un ou s'accorder une petite récompense. Et bah, j'ai fait un super sommet virtuel et ben j'ai fait quoi? Je me suis payé un nouvel iPhone pour faire des vidéos encore mieux. Alors maintenant, petit exercice mis en pratique et là tout le monde va y passer. Est-ce que vous pouvez partager une petite victoire que vous avez eue cette semaine et nous dire comment vous allez la célébrer? Qui veut commencer? Allez Valérie, vas-y. On t'a pas entendu de la soirée là, vas-y. Eh bien, c'est juste qu'à l'instant, là, j'ai une jeune amie qui veut que je lui donne des cours d'allemand. Et en fait, parce que j'ai été prof d'allemand. Et j'avais envie vraiment de retrouver les fiches que je m'étais faites. Je me suis fait un petit condensé. Et j'avais noté sur ma to-do list trouver les fiches d'allemand pour Aude. Et je m'y suis mise et j'ai pas pensé que ça allait être trop difficile ou quoi. Et je m'y suis mise à midi et j'ai trouvé mes fiches en 10 minutes. Et je suis fière de moi parce que vraiment, intérieurement, je me disais, mais non, tu vas jamais rien retrouver, tes affaires sont en bordel, tu n'as pas vraiment bien classé encore, etc. Donc, je suis fière. Très bien, bravo d'arriver à le dire. Comment tu vas célébrer ça? Ah oui, bonne question. Je vais aller boire un apéro sur la plage. Nickel. Oui, parce qu'il y a des vénards ici qui habitent à côté de la mer. Super, merci pour ce partage Valérie. Qui d'autre? Nathalie. Allez Nathalie. Alors moi, c'est pas aujourd'hui, mais parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai dit cette semaine, hein, donc tu peux prendre sur les autres Ouais. jours. Donc un jour où j'ai fait du tri dans des dossiers que j'avais empilés depuis un moment. Et du coup, j'ai fait un beau tri dans des cartons sur la table et tout. Et du coup, j'étais super contente d'avoir avancé là-dessus parce que ça faisait un moment que j'avais ça en tête. Et ça m'a fait du bien. Ouais. Et donc voilà, j'étais contente et fière d'avoir pu avancer là-dessus. Après, sur comment je l'ai célébré. Alors moi, Si tu l'as pas dirais encore célébré, tu peux non, planifier là de alors le célébrer. j'ai pas spécialement célébré ça, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand je fais quelque chose qui me fait plaisir et ouais, je suis contente, et ben j'ai tendance à me récompenser par une douceur sucrée, un petit. Je vais aller dans le placard ou chercher un fruit ou autre chose, mais d'avoir une récompense alimentaire. Ouais, pourquoi pas. Mais ça, c'est un réflexe, c'est pas forcément réfléchi. Enfin, de me dire, voilà, je vais le célébrer, je vais aller me.
Et c'est peut-être ça C'est ta prochaine étape, tu vois, c'est de le conscientiser. De dire, je suis fière de moi d'avoir réussi ça, bah tiens, pour fêter ça, je vais aller me prendre un carré de chocolat. ouais, voilà. Tu vois, et en fait, mine de rien, l'impact, il est différent sur l'état d'esprit que tu vas avoir par rapport à ça. Mmh. Après, l'impact sur les calories ingérées, c'est la Oui, même chose, mais au moins tu l'as fait en conscience et tu sais pourquoi. Et du coup, oui, mine de rien, c'est pas la même chose, quoi. oui. OK. Quelqu'un d'autre a une petite victoire à nous partager? Alors moi, Allez, oh, il y a un peu plus de 15 jours, mes grandes amies m'ont offert un baptême de parapente et j'avais toujours pas réservé et là, parce que je pense que j'ai un peu la trouille quand même si j'en ai très envie. Et là, cette semaine, j'ai appelé, j'ai passé à l'action et j'ai même, réussi parce qu'en fait, elle m'avait offert un apprentissage où on apprenait à décoller toute seule, à atterrir ouais, et en fait, je dis: «Mais non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans les airs, de voler». Donc la dame me dit: «Ah mais si vous voulez, on peut échanger par un grand baptême de parapente où vous volez pendant 40 minutes». Et je dis: «Ah bah oui, mais moi, c'est ça que je veux». ouais, Alors qu'avant, j'aurais jamais osé dire, changer un cadeau qu'on m'avait fait, enfin voilà. mmh. Et alors je dis: «Bon là, ce que je veux, c'est être dans le ciel et qu'il y en a un qui gère et moi je m'éclate, dans le ciel». Excellent. Et et en fait, le rendez-vous, c'est le 9 juillet et mon deuxième fils qui passe son bac a les résultats le 8 juillet et du coup, je lui dis: «Bah, pour ton bac, je veux que tu viennes voler avec moi, qu'on vive ça, tous les 2». Et du coup, voilà, on a bu l'apéro ensemble pour fêter, notre réservation et puis j'ai envoyé un message à mes amis pour leur dire: «Merci, merci, ça y est, je vais faire le grand saut le 9 juillet grâce à vous». Excellent. Génial. Bravo. Virginie? Alors, bah, si c'est cette semaine, j'allais dire mon mari étant en déplacement, je trouve que j'ai assez bien géré entre les contraintes personnelles et professionnelles parce qu'on est souvent en surcharge mentale de switcher un truc à l'autre, on a la tête dans le guidon et souvent on se félicite pas soi-même de se dire: «Ah bah ouais, c'était pas évident la semaine, mais on est arrivé au bout et finalement ça s'est pas si mal passé que ça, quoi». J'ai réussi à faire à peu près ce que j'avais prévu de faire. Donc je trouve que c'est pas mal de se le dire de temps en temps. Et, et pour aller célébrer ça, bah, là, il y a du soleil qui est revenu à Paris. Donc Ah, fête de j'espère la que je vais musique. pouvoir aller profiter, voilà, d'aller écouter un peu profiter de la fête de la musique en famille, ce serait pas mal. Ouais, super. Lionel? Je dis dans l'ordre de mon écran, hein, il y a pas de tu pas de micro. Donc, pour moi, cette semaine, je fais une causerie pour, chaque mois, donc dans un salon de thé, dans un village d'à côté. J'ai commencé avec, 4 personnes et là, à l'heure actuelle, cette semaine, j'avais 17 personnes. Donc il va falloir agrandir les murs, Agrandir le salon de thé, ouais. agrandir le salon de thé parce que bon, les gens viennent, je sais pas. Mais en tous les cas, je trouve ça génial et ça s'appelle vraiment la causerie. C'est vraiment il y a un thème, puis les gens échangent. Puis bon, j'apporte quelques informations plus structurelles dans la conversation, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Donc voilà. Et comment tu Puis l'as bon, célébré? alors, je ne l'ai pas célébré La parce question que je piège. suis mmh, ouais, pour moi, ça fait partie des choses de la vie qui arrivent et puis bon, la célébration, en fin de compte, c'est pas utile. Contrairement à ce que vivais il y a quelques années, dans mon premier domaine professionnel, où on me disait, et c'était vrai, qu'il n'y avait pas de petites réussites, il n'y avait que de la réussite. Donc à un moment donné, donc de redonner plus de valeur au mot réussir et à chaque fois qu'il y avait une réussite, là, je prenais du temps. Du temps, simplement, pour être, différent, pour chantonner, pour m'arrêter, pour aller marcher, pour aller dans la nature, pour prendre du temps sur ce que je ne faisais pas d'habitude. Donc d'être plus en retour avec la nature qui m'apporte beaucoup, que de venir attendre quelque chose, de concret ou de sucré, salé ou d'alcool ou quoi que ce soit, mais plus à un moment donné dire: «OK, je te remercie la nature de pouvoir avoir permis d'avoir, waouh, ce petit résultat» et ce résultat, il est pas petit, non, il est Voilà. résultat.
Bien. Mais tu peux le célébrer de la façon que tu veux. Mais, Tout à fait. mais juste l'idée de se dire, ben, tiens, pour fêter ça, je vais aller me balader un moment dans la campagne, quoi. Tu vois? Tout à fait. Mais de faire le lien, quoi. Mhm. T'as inspiré Valérie, tu vois. Je pense que c'est la dernière, ouais, hop, c'est la pratique de la gratitude. Donc la gratitude, c'est justement apprendre à reconnaître les aspects positifs de sa vie et de ses expériences. Donc là, il y a une technique de base qui dit de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant sur un journal. Ça peut être ça, ça peut être de se le dire mentalement. En fin de journée, de dire: «Ah ben qu'est-ce que j'ai trouvé de bien dans ma journée?» Et puis ça permet de relativiser aussi. Après, comme je vous ai dit, le fait d'écrire à la main a un ancrage particulier et peut être vraiment plus puissant, plus impactant que simplement la pensée ou simplement d'écrire, une note sur un ordinateur, quoi. Donc ça, à réfléchir si c'est des choses qui vous attirent. Moi, perso, ça fait depuis le mois de novembre, je crois que je fais le journal de gratitude. J'y suis pas tout il y a des fois où, ouais, je zappe un peu le truc, mais en fait, quand j'arrête, je me rends compte que ça me manque parce que je retombe dans un cercle un peu plus vicieux d'avoir des pensées négatives, de pas profiter de l'instant présent, de pas arriver à me satisfaire de ce que j'ai déjà. Alors que finalement, quand je prends ça peut être 3 minutes, hein, pour noter deux trois phrases dans mon journal de gratitude, bah, ça donne une autre coloration à ma journée et petit à petit, cette couleur-là, et bah, elle s'installe quand on le fait régulièrement. Donc c'est, là, partage d'expérience perso, moi, je trouve que ça m'apporte beaucoup de faire ça. Je n'ai pas toujours été prête dans ma vie à le faire. Il y a un moment où on m'avait proposé ça, c'était un moment où j'étais, limite épuisement professionnel et quelqu'un me propose de faire ça, je lui ai rayonné. Je dis: «Non mais tu plaisantes, hein, je suis au fond du trou, qu'est-ce que tu veux que je trouve des gratitude, de me faire des listes de tâches et des trucs comme ça me parlait pas du tout». Il y a un temps pour tout. Si c'est quelque chose qui vous appelle, faites-le, vous allez forcément en tirer quelque chose de positif. Et après, c'est de Oui, bah, moi je l'exprimer, c'est rebondis. vas-y Stéphanie, ouais. Ouais, parce que moi, c'est ça depuis janvier, j'ai démarré ça aussi au coucher Ouais, et je me rends compte que des fois dans la journée, quoi, moi j'adore, quand on voit des animaux sauvages dans la campagne là chez nous et ou des oiseaux, j'adore les oiseaux qui ont des belles couleurs et des fois quand j'en vois un, je me dis: «Ah ça, c'est quelque chose que je pourrais noter dans mon journal de gratitude» où là, il y a eu les foins, où ça sentait bon les foins et c'est pareil, je ouais. me suis dit: «Ah cette odeur là, j'adore, ça me rappelle mon enfance». Ah bah, ça, c'est quelque chose que j'aurais envie de noter dans mon journal pour me parce que ça m'a mis du bonheur dans ma journée, quoi. Où, du Ouais. coup, je trouve il y a des petits moments qu'on prend plus en conscience parce qu'on se dit: «Tiens, ça, c'est des choses que je pourrais noter», quoi. Mmh mh. Et merci pour ça parce que tu vois, c'est des trucs où moi quand je vois l'autre jour, je me suis levée assez tôt et je suis sortie à 6 heures du matin et j'ai vu 2 biches juste là, dans le jardin. Et c'est des moments que je sais apprécier vraiment en conscience quand ça arrive, mais tu vois, j'avais pas pensé à noter dans mon journal. Mais ça, je fais comme toi, quand je vois un oiseau qui est beau ou qui chante bien, j'ai tendance à lui dire merci, quoi. Ça fait un peu bisounours, mais on s'en fout. Et l'autre point, c'est justement de l'exprimer, cette gratitude, de savoir le partager avec les autres. Être capable de remercier quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a soutenu, qui t'a apporté quelque chose dans ta journée, quoi. Ça, c'est des choses, des fois, on prend pas le temps de le faire. On en parlait en tout début. Quand on vit à 100 à l'heure, dans des équipes professionnelles, des fois, on prend pas le temps de se donner du feedback positif. Ouais, mais à un moment, ça manque. Et l'inverse, quand on prend le temps, ça fait du bien, quoi. Donc je vous ai mis des exemples, hein, de gratitude. Je suis reconnaissant pour le soutien de mon équipe qui m'a aidé à réussir ce projet. Et comment je peux l'exprimer? Bah, je peux envoyer un message de remerciement à mes collègues pour leur soutien. C'est des trucs, des fois, ça prend 2 minutes. Et en fait, imaginez le bien que ça fait à la personne qui le reçoit. Moi, j'ai bossé pas mal avec des Américains où il y avait pas trop cette culture-là et j'ai bossé avec des Chinois pendant 5 ans où il y avait carrément cette culture de la gratitude et le patron de la boîte, à chaque fois que je l'avais au téléphone ou en chat ou en mail, il me disait toujours: «Merci, merci pour le travail que tu fais». Là où moi j'avais tendance: «Bah, c'est normal, tu me payes pour ça», mais en fait, ça fait super du bien. Même si on a l'impression qu'on n'a pas besoin de cette reconnaissance-là, bah, elle fait du bien quand même. C'est gratuit, c'est comme le sourire. Ça coûte rien, donc on peut en donner, quoi.
Il reste un petit exercice que je vous laisserai peut-être faire à la maison en suivi de cet atelier pour pas finir trop tard. J'essaye de tenir mon timing. L'objectif, ça va être d'appliquer une de ces techniques qu'on a vues pour recadrer une pensée négative liée à votre propre syndrome de l'imposteur, hein. Donc, on a pris des exemples un peu bateaux, un peu extrêmes, un peu caricaturaux, mais pour marquer les esprits. Et là, je vous propose de le refaire. Ah, il y a Corinne qui revient. De le refaire chez vous, mais à partir d'une situation réelle, de prendre le temps d'identifier cette situation, d'identifier la pensée négative qu'on a eue, donc de noter la pensée initiale et après de recadrer en allant chercher les preuves pour, les preuves contre et en remplaçant par une pensée positive et de réécrire cette pensée positive sur le workbook. Et puis après, je vous ai remis en conclusion et récapitulatif tout ce qu'on a dit là, mais format bullet point, juste comme un aide-mémoire en fait, sur toutes les origines, les manifestations, les stratégies de gestion et ce que vous pouvez faire pour mettre en pratique régulièrement. Et du coup, plus on pratique, c'est comme on a dit pour le journal de gratitude, hein, plus on le fait régulièrement et plus ça fait du bien, quoi. Et puis, je vous ai mis des références bibliographiques. Si vraiment vous avez envie de creuser le sujet, bah, ouais, toutes les références sont là. Il y a des choses super vieilles, hein, parce que c'est pas très nouveau, mais la dissonance cognitive, ça date de 1957, hein. Donc voilà, il y a de quoi faire. Il y a plein de références sur le sujet si ça vous intéresse. Et Corinne est revenue juste au bon moment, parce que le prochain atelier, du coup, ça sera le vendredi 19 juillet à 14h, hein, c'est ça qu'on a dit, Corinne? Ouais, on m'a dit 14h. Sur le thème Exactement. de la prise de parole en public. Ouais. Et je On sens que ça va être va, super. Oui, on va faire une petite partie théorie et puis ensuite on aura un exercice. Je pense qu'on va bien s'amuser sur l'exercice, surtout les rendus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On parlera pas anglais, c'est promis. Enfin, vous pouvez, hein. Bah après, C'était Valérie et toi, vous des pouvez parler références en allemand, hein. anglais. Hein, Moi, Corinne, Valérie et toi, vous pouvez aujourd'hui, je suis parler en allemand France, sans mais problème. voilà, la langue donc on pourra. Si jamais je pivote en En allemand, allemand, je te le c'est dirai. Valérie, c'est ça? Ouais. Voilà, Valérie traduira. Ah, Voilà. Ouais, il n'y a pas eu le réseau. Le réseau n'a pas toujours bien fonctionné aujourd'hui. Ouais, j'ai vu Et qu'on dans te les. perdait de temps en temps. Oui. Mais bon, c'était bien quand même d'être là. Eh bien, Et merci d'avoir été là. Ouais. Et puis peut-être une remarque sur Oui. fêter ses réussites. Alors, avec une de mes meilleures amies, on s'envoie des WhatsApp en disant ça y est, j'ai fait ça, ou ça y est, j'avance sur tel truc. Et cette semaine, j'ai pas mal avancé justement dans mon emploi salarié. Et ça, c'était bien parce qu'il était temps que j'avance sur certains dossiers. Parce que la prise de parole en public, c'est bien, mais il faut bosser quand même. Le boulot. Bah, très bien. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Donc, prochain rendez-vous pour les membres du programme Élévation vendredi 19 juillet, mais on ouvrira aussi aux non-clients cet atelier. Donc, il y aura la possibilité de s'inscrire à part. Et en tout cas, ça va être un bon moment, j'en suis sûre. Et j'ai trop hâte. Et puis, le planning Oui. des ateliers à partir de septembre jusqu'à la fin de l'année, je vais bosser dessus là. D'ici mi-juillet, je vous le communique, que tout le monde sache au moins les dates pour que vous puissiez fixer dans vos emplois du temps. Après, les sujets, comme je dis, j'aime bien les adapter en fonction des personnes, voir les thématiques qui parlent à un plus grand nombre de personnes et puis de se laisser cette flexibilité-là aussi pour mieux vous servir. Merci d'avoir été là. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à partager? Tu nous as parlé d'un livre, Cécile, Le Grand Saut, c'est ça? Oui, Le Grand Saut de Gay Hendricks. En temps que la caméra fasse la mise au point. Voilà. Ok. Très, très bien. Il y a plein de petits... Voilà, je l'ai bien lu, moi, celui-là. Plein de petites notes.
Et très intéressant sur tout ce qui est croyances limitantes. C'est lui qui a défini, je pense, en premier les concepts de zone de confort, zone d'excellence, zone de génie. Et puis, ce qu'il appelle le syndrome de limite supérieure, c'est comment, des fois, je vais m'auto-saboter et m'empêcher de réussir. Et ça, c'est vraiment le biais cognitif, le biais de confirmation. Je vais m'empêcher de réussir pour me prouver que ma croyance avait bien lieu d'être, quoi. Ça peut être des cercles vicieux, en fait, hein, ce genre de truc, quoi. Mais En tout arriver cas, à démonter cette mécanique est super intéressant. je trouve que le thème du syndrome de l'imposteur, c'était un bon biais pour accéder à ce que tu nous fais partager. Et Laurent, mon mari, s'est imprimé le truc pour lui aussi, il voudrait le faire. Ah ben génial, génial. Tu pourras lui montrer le replay du coup. Tout à fait. Super. Moi, ça me fait plaisir quand vous faites ça en famille. Oui. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à toutes. Bonne fête de la musique si vous y allez. Merci. Et bon match pour les footeux. Ah, toi, c'est match, Corinne. Non, parce que je suis en séminaire, mais je suivrai le résumé. D'accord. Eh bien, merci. À bientôt. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.